Un employé de crèche a été filmé par une caméra de surveillance en train de donner des coups de pied à plusieurs tout-petits à plusieurs reprises. Eh bien, elle devrait passer du temps en prison après avoir plaidé coupable. Plus d'une centaine d'incidents ont été filmés par la caméra. Nous examinons quelle pourrait être sa peine et les mesures qui peuvent être prises pour assurer une meilleure sécurité à nos enfants dans les crèches. Et nous allons en parler avec un expert en contentieux des blessures en crèche. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Une femme à Lyndale, au Texas, était censée s'occuper de plusieurs enfants dans une crèche locale, mais au lieu de cela, elle a été filmée en train de donner des coups de pied à ses enfants encore et encore, arrivant derrière eux et les frappant dans le dos. Je voudrais inventer cette histoire, mais ce n'est pas le cas. Nous avons évoqué Catherine Guzieska, 45 ans pour la première fois l'automne dernier. Elle travaillait à la crèche Pumpkin Doodles à Lyndale. Un autre employé de la crèche, en vérifiant les enregistrements de sécurité, aurait vu Guzieska donner un coup de pied à un enfant de 2 ans dans le bas du dos. Ce garçon aurait crié et saisi son dos là où elle l'avait frappé. D'après un mandat d'arrêt vu par KLTV, cet autre employé de la crèche a prévenu le père du garçon de l'incident. Il a ensuite appelé le shérif du comté de Smith le 23 octobre 2024. Les enquêteurs ont donc examiné davantage d'images de vidéosurveillance de Pumpkin Doodle et ils ont découvert que cette femme, Guzieska, avait donné des coups de pied à 6 tout-petits à 134 reprises. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout. Plusieurs vidéos auraient montré qu'elle se promenait pendant l'heure de la sieste et déplaçait agressivement plusieurs tout-petits en tirant certains de leur lit et en les traînant par les bras jusqu'à une table allongée. C'est ce qui ressort des documents judiciaires. Dans les vidéos montrant une table allongée, Guzieska aurait placé les enfants sur la table de manière très agressive en leur poussant la tête et en les forçant à regarder le mur au lieu de la télévision. Elle est même accusée d'avoir marché sur les mains des enfants pour les punir. Une vidéo l'aurait montré en train de se tenir debout sur la main d'un tout-petit pendant plusieurs secondes, alors que l'enfant essayait de s'échapper. Les adjoints ont examiné ces vidéos et ont déclaré que les enfants ne se comportaient pas mal d'aucune manière. Ils n'étaient pas agités quand l'employé de la crèche leur a fait du mal. Pas que cela aurait de l'importance, mais le bureau du shérif a déclaré dans l'affidavit qu'il était évident que ses actions étaient aléatoires, intentionnelles, non provoquées, violentes par nature et faites dans le seul but d'infliger de la douleur. Et Guzieska n'était pas à cette crèche depuis très longtemps. L'ancienne propriétaire de la crèche, Melanie Donlow, a parlé avec KLTV et a déclaré que la femme avait été embauchée à l'origine en septembre 2023 et que les agressions ont eu lieu entre juillet et octobre 2024. Elle dit qu'elle a renvoyé Guzieska le jour où les abus ont été révélés. Selon les rapports, elle a réussi la vérification des antécédents et avait toutes les qualifications requises pour travailler avec de jeunes enfants. Elle aurait déclaré « penser que quelqu'un que j'ai embauché et en qui j'avais confiance puisse faire du mal à des enfants innocents de cette manière dépasse l'entendement ». Guzieska a été arrêtée et accusée de 2 chefs de blessure à un enfant dans le but de causer des dommages corporels. D'autres chefs d'accusation similaires ont été ajoutés, portant le total à 6. Elle a été détenue sous caution de 450 000 $ qu'il semble qu'elle n'ait jamais pu payer. Hello a déclaré qu'elle prévoyait de vendre la garderie, qu'elle rouvrirait sous une nouvelle direction avec un nouveau nom. Et ensuite, nous arrivons au mardi 16 septembre. C'est à ce moment-là que Guzieska a plaidé coupable devant le tribunal du comté de Smith. D'après les directives de condamnation pénale du Texas, Guzieska pourrait encourir une large gamme de peines de prison. KLTV rapporte que ses avocats de la défense demandent une peine de 10 ans pour chaque chef d'accusation, ce qui, vous savez, semble beaucoup, mais ils veulent que ces peines soient purgées simultanément, donc en même temps. Pour en parler, je souhaite faire revenir Russell Bouton, avocat spécialisé en blessures en garderie au Texas. Malheureusement, vous savez, il traite souvent beaucoup de ces affaires. Russell, c'est un plaisir de vous revoir car vous suivez cette affaire avec nous depuis 1 an. Nous pouvons commencer ici. C'est bien qu'il y ait une résolution grâce à un plaidoyer de culpabilité. Pourquoi pensez-vous que c'est arrivé? Jesse Weber, nous suivons cette affaire depuis votre invitation en décembre. Et je suis reconnaissant qu'ils aient enfin plaidé coupable, d'accord? Et je pense qu'une grande partie de cela est liée à l'importance que cette affaire a prise dans la presse. Je pense que ça en fait partie. Cela a aussi mis en lumière des problèmes que nous voyons encore dans nos affaires.
Maintenant, l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles il y a eu un plaidoyer et pourquoi cette criminelle va enfin être condamnée pour ce qu'elle a fait à ses enfants, c'est en grande partie parce que cela ne devrait jamais arriver. Ils le savent, il n'y a aucune échappatoire cette fois. Non, non, d'accord, parlons-en. Il n'y a aucune échappatoire. Je pense qu'une lourde peine de prison sera prononcée. Mais la demande de la défense est intéressante. Il demande, d'après ce que nous comprenons, 10 ans pour chacune des 6 accusations, mais à purger simultanément, en même temps. Donc j'imagine, vous savez, 10 ans au total. Et quelle est votre réaction à cette recommandation? Eh bien, tout d'abord, Jesse Weber, je suis simplement reconnaissant que le procureur du district et qu'il prenne cela au sérieux sur le plan pénal. Parce que je dirais que bien trop souvent dans ces affaires d'abus, on ne voit pas de poursuite pénale engagée. Et donc je suis très reconnaissant que cela se soit produit ici. Donc en ce qui concerne les 10 ans pour chacun des 6 chefs d'accusation, soit un total de 60 ans, mais ils vont tous être purgés en même temps. À mon avis, des peines concomitantes dans ce genre de situation ne reflètent pas la gravité de ce qui s'est passé ici. Je veux dire, tout simplement, ce n'était pas une erreur isolée, c'est évident. 134 cas différents de maltraitance étalés sur des mois et des mois, impliquant plusieurs enfants différents. Un adulte a délibérément blessé de jeunes enfants. Chaque enfant, chaque agression mérite d'être reconnu individuellement selon nous. Purger toute cette peine en une seule fois minimise, selon nous, la gravité de chaque crime individuellement et ne tient pas compte du préjudice répété que ces familles ont dû endurer. Qu'est-ce que tu penses que le tribunal va faire? Tu sais, le tribunal va prendre sa propre décision, peu importe ce que chaque partie des avocats recommande. Les avocats y peuvent trouver un accord des deux côtés, le procureur et la défense, et le juge va prendre sa propre décision en évaluant la gravité de ce qui s'est passé en lien avec les crimes. J'espère que le juge comprendra notre position d'avocat spécialisé dans les crèches et les blessures d'enfants, et ce que nous observons souvent dans ces dossiers de maltraitance. Et j'espère qu'ils en tiendront compte lorsqu'ils prendront la bonne décision pour la communauté. Voilà ce qu'il en est, n'est-ce pas? Je me demande si elle a plaidé coupable faute de toute défense possible. Quelle aurait été la riposte? Alors, vous savez, c'est une chose de dire que quelqu'un fait du babysitting, qu'il y a des bleus et que les parents accusent la babysitter de maltraitance, mais qu'il n'y a aucune vidéo de surveillance. Il dit qu'il n'y a pas de vidéo de téléphone portable, il n'y a pas de message texte. Ce sont juste les paroles du parent, vous voyez, contre les paroles de la babysitter ou du gardien. C'est très bien documenté. Y avait-il une défense? Je n'ai pas pu en trouver. Honnêtement, pour être franc avec vous, et on en a parlé, vous savez, la dernière fois que vous nous avez invités, tout au début, avant que tout cela ne se développe complètement et ne soit révélé. Il n'y a aucune défense à cela. Et il ne devrait pas y avoir de défense pour maltraiter des enfants et les maltraiter à plusieurs reprises. Heureusement, il y avait des images de surveillance qui ont été conservées, pas seulement enregistrées, mais réellement préservées et pouvant être visionnées. Et vous l'avez dit, dans certaines circonstances, on voit cela dans les crèches, lorsqu'il n'y a pas d'image de surveillance et que personne ne veut parler de ce qu'il a vu ou de ce dont il a été témoin. Et bien trop souvent, ces abus passent tout simplement inaperçus et rien n'est fait à ce sujet. Et ensuite, on voit quelque chose de pire se produire plus tard. Et dans ce cas, pourquoi cela n'a-t-il pas été révélé plus tôt? Pourquoi a-t-il fallu en arriver là? C'est l'une des grandes questions auxquelles nous aimerions voir une réponse à un moment donné dans cette affaire. Et pour revenir à un point, les crèches sont-elles obligées d'avoir des caméras de sécurité? Et si c'est le cas, y a-t-il une fréquence minimale à laquelle ces vidéos doivent être visionnées? Vous savez, c'est l'un des aspects les plus importants que nous voyons dans nos affaires, Jesse. Et c'est vraiment mis en lumière dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci, il est très clair que les caméras de surveillance, elles ne peuvent pas protéger les enfants à elles seules, n'est-ce pas? Il faut que quelqu'un les surveille réellement. Vous savez, ça revient au vieil adage. À quoi ça sert si on ne les utilise pas? Maintenant, elles sont très utiles après coup, ce qui est excellent pour cette affaire criminelle, comme on le voit ici, et pour toute affaire civile qui suivrait, et cela devrait servir de dissuasion pour les soignants afin qu'ils ne fassent pas de mauvaises choses aux enfants. Ces enfants ont souffert à répétition car personne à la crèche ne vérifiait régulièrement les enregistrements.
Actuellement, le Texas n'exige pas que les crèches aient des caméras. Aucune règle n'impose la fréquence de vérification des enregistrements. Nous militons activement et travaillons pour que toutes les crèches soient tenues d'avoir une vidéosurveillance et d'enregistrer ces images. Et en plus de cela, c'est simplement une supervision normale d'une crèche lorsqu'ils ont des caméras, peu importe lesquelles. Elles doivent être vérifiées régulièrement dans la journée, Jessie Weber, pour répondre à votre question. Maintenant, on ne s'attend pas forcément à ce que quelqu'un soit assis là à regarder la caméra toute la journée, mais il ne devrait pas y avoir d'occasion pour un soignant d'être seul avec des enfants sans être vu et supervisé, ce qui lui permettrait d'abuser des enfants plus de 134 fois sur plusieurs mois. Mais cela montre aussi que, selon les rapports, c'est le parent qui a contacté les forces de l'ordre après l'appel de l'employé, alors que la propriétaire de la garderie a affirmé avoir elle-même prévenu les services de protection de l'enfance et les forces de l'ordre en apprenant les faits. Cela pose la question de l'obligation de signalement pour les employés de garderie. Comment faites-vous la différence entre ce qui pourrait être un problème interne nécessitant, par exemple, une nouvelle formation et un comportement criminel? Oui, tout est ici. La loi du Texas est claire. Les employés de crèche et toute personne travaillant dans une crèche sont des personnes tenues de signaler obligatoirement au Texas. Ils sont tenus de signaler immédiatement tout soupçon de maltraitance à l'État et aux forces de l'ordre. Si tu vois quelque chose, tu dois le dire. C'est simple, point final, c'est tout. D'accord? La garderie, ses employés, la directrice et la propriétaire ont manqué à leur devoir envers ces familles en n'agissant pas dès les premiers soupçons de maltraitance. Même toi, Jessie, ils n'ont même pas besoin d'avoir vu ce qu'ils qualifieraient de maltraitance. Il suffit d'un soupçon de maltraitance. Et nous voyons cela tout le temps dans les cas de maltraitance physique et d'abus sexuels. Nous avons des affaires en cours où c'est un problème majeur. Tu as aussi évoqué la formation sur ce sujet. Ces crèches doivent se former leur personnel sur ce qui constitue une infraction à signaler lorsqu'elle se produit à la crèche. Et nous constatons que les soignants, lorsque nous recueillons leurs dépositions, n'avaient aucune idée que ce qu'ils avaient vu, ce dont ils avaient été témoins, ce qu'ils avaient dit verbalement à la direction, ou même ce que la direction savait, devait être signalé. Et c'est vraiment alarmant, car beaucoup de ces choses auraient pu être arrêtées immédiatement, bien plus tôt que de continuer pendant des mois. Mais cette responsabilité, Jessie, n'est pas optionnelle. La loi, comme je l'ai dit, est claire à ce sujet. Il n'est pas question de choisir si vous signalez ou non. Et le fait qu'un parent ait dû être informé par un travailleur et que ce soit le parent qui fasse le signalement est tout simplement dévastateur pour toutes les autres situations qui ne sont pas signalées. C'est ce qui est alarmant dans cette situation. Je veux être clair sur un point, le fait que Guzieska ait plaidé coupable. Et oui, c'est une grande histoire. Nous avons voulu donner plus d'ampleur à cette affaire sur Sidebar et sensibiliser à ce qui pourrait arriver ailleurs dans d'autres États et familles. Mais si jamais elle essayait de travailler dans une garderie à l'avenir, dans un autre État, tu sais, disons qu'elle prend 10 ans, qu'elle sort, elle doit être signalée lors d'une vérification des antécédents? Non, je veux juste être clair. Voyez-vous un moyen pour qu'elle puisse à nouveau s'occuper d'enfants? Supposons que quelqu'un n'ait pas entendu parler de cette histoire ni suivi les actualités. Y a-t-il une possibilité qu'elle s'occupe à nouveau d'enfants? Bien sûr, j'espère que non. Et toute garderie qui choisirait de l'embaucher serait immédiatement gravement négligente, sachant ce qui existe, ce qu'il devrait savoir qui existe et qui apparaîtrait lors d'une simple recherche Google, lors d'une vérification des antécédents ou simplement en vérifiant les références précédentes. Donc pour répondre à votre question précise à ce sujet, peut-elle? Nous voyons souvent des garderies négliger la vérification approfondie des antécédents, ignorer les références ou même une simple recherche Google. Et ils embauchent des personnes qui sont des délinquants sexuels connus. Ils embauchent des personnes ayant des antécédents criminels connus, des antécédents criminels documentés, que ce soit pour fraude, pour avoir fait du mal à des enfants, pour des passés agressifs et violents, et pour des antécédents d'abus avérés. Nous voyons cela encore et encore. Ça ne devrait pas arriver. Cela ne devrait pas arriver, mais cela se produit quand les crèches privilégient fait les économies à la sécurité. Donc l'important, c'est qu'il y a des règles que les crèches sont censées respecter.
Elles doivent contrôler les antécédents criminels, le registre des délinquants sexuels et les cas d'abus ou de négligence. Elles doivent en vérifier les références, mais la crèche doit vraiment suivre ces étapes sans négliger le travail. Donc elle ne devrait plus pouvoir retravailler. Mais cela n'empêche pas une crèche de le faire. Mais j'espère vraiment qu'elle ne sera plus jamais en contact avec des enfants. Cette pensée est vraiment effrayante. Une autre chose m'a frappé en parlant de choses effrayantes à assimiler. D'après votre expérience, si elle n'avait pas été arrêtée, cet abus aurait-il pu s'aggraver à des niveaux inimaginables? Rien qu'en se basant sur ce que nous savons, absolument. Quand on voit dans ces affaires des personnes qui sont des soignants, des directeurs, qui sont entourés d'enfants et qu'ils sont capables de faire ça à un enfant qui ne peut pas se défendre, qui ne peut pas parler pour lui-même. Même là, il s'agissait d'enfants de 2 ans. Je veux dire, poser ses mains sur un enfant de façon violente et agressive à cet âge-là et faire ces choses à ses enfants. Ce ne sont pas des gens qui, en toute connaissance de cause, se retirent de cette situation et se disent: «Tu sais quoi? Je ne suis tout simplement pas fait pour être avec des enfants». Ils vont continuer jusqu'à ce que quelqu'un leur dise, les arrête et dise: «Non, ce n'est pas acceptable» et qu'on les tienne pleinement responsables, ainsi que tous ceux autour d'eux qui ont permis que cela arrive. Pourquoi ces choses continuent-elles pendant des mois et des mois, avec des centaines d'incidents? Cela aurait-il pu empirer ou devenir pire? Et est-ce que cela aurait continué jusqu'à ce que quelqu'un y mette enfin un terme ou qu'il se passe quelque chose de vraiment, vraiment tragique, qu'un enfant subisse des blessures catastrophiques ou soit malheureusement tué, comme nous l'avons vu dans ces cas-là? Oui, cela aurait continué sans intervention. Heureusement, ce parent a signalé la situation. Oui, il y a quelque chose que vous avez mentionné à propos de l'âge 2 ans. Je veux dire, on ne peut pas être plus sans défense ou vulnérable que ça. Mais heureusement, ils s'en sont sortis avec seulement, vous savez, des ecchymoses légères à modérées. Je dis juste que c'est terrible, mais ça aurait pu être pire, selon le shérif du comté de Smith. Pensez-vous que ces enfants garderont un souvenir de ce qui leur est arrivé? Vous vous demandez quel impact ces abus pourraient avoir sur leur développement émotionnel ou mental. Je veux dire, vous êtes avocat et on parle souvent du préjudice, des dommages quand on parle de procès. Selon mon expérience, les enfants victimes de maltraitance précoce développent souvent des difficultés importantes par la suite. Oui, ces enfants le savent. Ils savent que ces choses se passent et ils en seront absolument affectés. Nous voyons des impacts à court terme et nous voyons des impacts à long terme avec des cas répétés de maltraitance et des cas de maltraitance grave. Il n'y a aucun doute là-dessus, ils verront immédiatement des différences chez leurs enfants. Eh bien, chaque enfant est différent, je dirais cela. Chaque enfant est différent. Mais nous voyons tout, des cauchemars et terreurs nocturnes aux problèmes de sommeil jusqu'à la régression dans leurs étapes de développement, tout le temps. Des problèmes de confiance, que la peur de ceux qui ont été placés en position d'autorité autour d'eux pendant qu'ils grandissent et se développent. Donc cela va les affecter à court terme. Et cette période de leur vie, entre 1 et 5 ans, est l'âge le plus critique pour le développement de nos jeunes et des enfants. Et donc scientifiquement, nous voyons cela avec les cas de maltraitance à ces âges-là, dans la littérature et la science. Et ce que nous voyons directement avec ces familles et dans nos dossiers est très clair. Ces enfants auront absolument besoin d'une aide et d'un soutien continu pour traiter leurs expériences et avancer de manière saine. Et ils vont s'en remettre. Certains d'entre eux s'en remettront. Et pour d'autres, cela les affectera à jamais de différentes manières. Et ils ne sauront jamais vraiment pourquoi ils agissent ainsi, mais les parents et tout le monde autour d'eux le sauront parfaitement. Vous avez mentionné des cas. Terminons ici. Les parents de ces enfants ont-ils un recours légal contre la garderie? Si oui, comment est-ce? Oui, nous en avions déjà parlé en décembre. Toutes les affaires de blessures en garderie comportent 3 aspects, d'accord? Et les cas de maltraitance. Le premier, évidemment, c'est l'enquête de l'État ici, THHS-DFPS, et c'est là qu'ils vont examiner l'aspect administratif, c'est-à-dire quelles étaient les exigences de cette garderie et s'il y a eu des violations. Cela a été fait ici. Ensuite, il y a l'aspect criminel pour tout ce qui constitue un acte criminel, ce qui est en train de se conclure ici, heureusement. Et le troisième aspect de toutes ces affaires est l'aspect civil. C'est là que les victimes et familles peuvent faire entendre leur voix pour tenir la garderie responsable de négligence.
Mais aussi, les préjudices sont mis en lumière. Différentes questions trouvent des réponses dans ces affaires et ils sont tenus civilement responsables. Et cette approche en 3 volets est absolument légitime ici. Elle est valable ici. Et chacune de ces familles a un droit, si elle souhaite engager une procédure civile, qui examinera et recueillera les preuves pour savoir, vous savez, s'il s'agissait d'un soignant qualifié. Était-il formé ou supervisé? Nous comprenons désormais que la réponse à toutes ces questions est non. Et c'est ce que ces enfants ont été lésés. Et cela dépend de chaque famille et de leurs enfants. Y a-t-il eu des préjudices, Nal? Y a-t-il eu une grave négligence? Était-ce un comportement imprudent? Et absolument, ça l'était. Donc oui, il y a des recours civils disponibles pour ces familles, tout comme dans chaque cas où il y a une blessure, un abus ou un décès dans une garderie impliquant un enfant. Ce sont des éléments importants pour tenir la garderie responsable, parce que la garderie, c'est le système, Jessie, tu sais, et c'est l'une des choses les plus importantes. Un seul mauvais employé ne va pas arrêter le problème si tout le système dans son ensemble permet à ces choses de continuer. Et c'est vraiment là-dessus que nous nous concentrons dans nos affaires civiles. Nous voulons nous assurer d'aller à la racine du problème. Ainsi, nous pouvons comprendre comment cela est arrivé et éviter que cela ne se reproduise. C'est la priorité numéro 1 de nos parents lorsqu'ils nous contactent. Comment les tenir responsables pour éviter que cela n'arrive à un autre enfant? Qu'est-ce disponible pour ceci? C'est un point important sur lequel je veux conclure. Merci Russell Button pour votre venue et votre travail. Je vous en suis très reconnaissant. Merci Jessie, je vous apprécie. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de votre présence. Comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme d'écoute. Suivez-moi sur X ou Instagram, je suis Jesse Weber. À la prochaine.